Et c'est parti, les amis. Petit problème d'enregistrement, mais tout va bien. Salut à tous, c'est le Captain Crochet. Boom, évidemment, comme d'habitude. Bien sûr, nous sommes en discussion Hall of Fame. Alors, le sociétaire Hall of Famer est là avec moi. C'est bien sûr Antoine de 130 livres. Comment vas-tu, Antoine? Salut Captain, salut les pirates, ça va très bien, d'autant plus qu'on parle de ce que j'aime bien. Et voilà, c'était indispensable que tu sois là parce que cette discussion arrive parce que je te connais, tout simplement. Parce que il y a plusieurs années de ça, je fais ta rencontre, je comprends que tu es un grand amateur des boxeurs portoricains et de l'histoire qu'ils portent. Et ça m'a fait moi-même me replonger justement dans ce cheptel, si je peux dire, de légendes portoricaines. Et est arrivé, il y a peu de temps de cela, un choc dont je voulais te parler en fait. C'est vraiment une discussion que je veux avoir avec toi parce que c'est le genre de Hall of Famer, puisqu'on parle d'un Hall of Famer aujourd'hui, et comme vous l'avez vu dans la miniature, on vous parle de El Chapo, Edwin Rosario, que je mets là quand il était très jeune, son Ouais. début de carrière. Mais pourquoi ce choc? En fait, j'ai eu le choc, il y a peu de temps, de comprendre vraiment la vie d'El Chapo. Edwin Rosario était un nom que je connaissais, je te dirais presque depuis mes débuts d'amateur de boxe. Pourquoi? Tu connais ma première question, c'est toujours comment on rencontre un boxeur. Quelle est la première fois que tu rencontres? Alors aujourd'hui, excuse-moi, je vais commencer. Après, je te laisserai la parole. Ça arrive en 94. En 94, il y a le build-up du combat entre Chavez et Randall, que je suis et tout ça. Et pour un peu faire connaître Frankie Randall, qui était complètement inconnu en ce mois de janvier 94, avant ce upset légendaire, eh ben, on montre quelques images des combats de Randall. Et à cette époque, Randall arrivait sur une grosse victoire. Et cette grosse victoire était contre Edwin Rosario. Donc j'avais cette image de Edwin Rosario avec sa stache, comme tu dis, avec sa fameuse moustache qui était assez massive, qui s'était fait prendre dans le coin du ring par Frankie Randall, qui avait subi une rafale de coups et qui s'était fait arrêter par Randall pour la grande victoire de Randall qui lui permettra d'accéder à ce fameux championnat du monde. Donc, Edwin Rosario, c'était, dès le départ pour moi, c'était un nom de la boxe et un nom à un mec qui avait perdu. Voilà. Et puis après, en faisant mes petites recherches dans mon parcours de fan de boxe, Edwin Rosario, c'était quoi? Edwin Rosario, c'était aussi deux autres combats qui sont deux autres défaites. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé dans deux discussions déjà avec notre père spirituel Christian Delcourt qu'on salue s'il nous regarde. Dans cette discussion Hector Camacho et dans cette discussion Chavez, eh ben, évidemment, on fait un arrêt avec Chavez, on fait un arrêt Edwin Rosario. Chavez a une grande victoire contre Edwin Rosario. Et Camacho aussi, il y a un grand combat entre Camacho et Rosario qui est très cristallisant, qui va leur créer des parcours différents, qui est aussi important, mais c'est une défaite de Rosario encore. Finalement, Rosario, c'était ça pour moi. Alors j'avais entendu, je savais qu'il était considéré comme un puncher, etc. Mais au-delà de ça, je m'étais jamais penché. Et puis donc, savoir que tu étais un spécialiste et tout ça, ça m'a donné envie de me replonger dans les boxeurs portoricains. Et finalement, sur Edwin Rosario. Et là, ça a été de peser de tout son poids sa carrière. Et son parcours a été un véritable choc. Je m'arrête là. Et toi, Antoine, quelle est ta première rencontre avec Edwin Rosario? Ben, ça ressemble un peu à ce que tu racontes, Captain, parce que Rosario est un boxeur important, tu l'as dit, c'est un Hall of Famer. Et il a mérité sa place, on va le voir en repassant sa carrière. Mais ça reste, quand tu restes un peu à la superficie des choses, à l'écume des choses, ça reste en effet quelqu'un qui est plus connu pour ses défaites et qui va plus être considéré comme un second rôle d'une période très riche dans les poids, autour des poids légers, là où il sévissait. Et donc, en effet, je ne suis pas capable, moi qui te parle, de te dater précisément le moment où j'entends parler de Rosario. Parce que voilà, il est perdu dans le décor, en quelque sorte. Comme tu dis, la façon la plus évidente de découvrir Rosario, et c'est sûrement comme ça, c'est en se penchant sur la carrière de Chavez.
C'est la manière, voire Camacho, qui est déjà un petit cran au-dessus en termes de spécialisation, on va dire ça comme ça. Mais je ne suis pas capable de dire comment j'ai découvert Edwin Rosario. J'y ai réfléchi avant la vidéo, tu penses bien, parce qu'on a nos rituels. Et malgré tout, voilà, j'ai pas ça. En revanche, c'est un boxeur qui a du respect. C'est un boxeur qui a un palmarès, qui a un certain nombre de ceintures qu'il a prises, perdues, reprises, etc. Il est dans la liste des 100 plus grands punchers établis par Ring Magazine au début des années 2000. Et dans la première moitié, donc ça veut dire qu'on le tient en très haute estime, je dirais même 36e, sachant qu'à la 35e place, il y a Marvelous Marvin Hagler. C'est comme ça qu'ils ont, coïncidence amusante, c'est comme ça qu'ils l'ont classé. Donc c'est un boxeur qui, en plus, est un boxeur portoricain avec tout ce que ça suppose de caractère, de haut, de bas, d'un peu n'importe quoi. Évidemment, c'est pas un boxeur américain à la trajectoire linéaire, étudiée, etc., etc. C'est le portoricain dans toute sa splendeur. Et donc voilà, c'est un type que j'ai découvert après les Tito Trinidad, après les Wilfred Benitez, après les Wilfredo Gomez. Et c'est un boxeur, là encore, c'est un boxeur que j'aime sincèrement et que j'apprécie, que je mettrais dans un top personnel, sûrement plus haut que ce qu'il mérite du fait de ses seuls mérites pugilistiques, parce que j'aime bien quand c'est n'importe quoi et parce que Rosario, c'est n'importe quoi. Voilà. Effectivement, c'est un n'importe quoi, difficilement compréhensible par certains aspects. Et donc, on va rentrer dans cette carrière. Vous comprenez, jeune portoricain. Bon, la boxe, c'est le sport national. On y va. Jeune portoricain aussi, qui va commencer sa carrière et qui va commencer une carrière à la fois à Porto Rico, face à son public, et aussi en alternant avec les États-Unis. Donc, il travaille fort ces deux aspects, Porto Rico, États-Unis, de façon assez studieuse en début de carrière. Voilà. Et ça commence en 79. Et 79, on va faire évidemment des flash forward, même si c'est une carrière, finalement, une carrière très condensée. Très, très condensée. Et Rosario est vraiment considéré comme tu le dis, un énorme puncher. Mais énorme puncher. Et ça aussi, ça m'a permis de le revoir. C'est assez incroyable de voir des images maintenant qui sont des images d'archives, mais d'avoir le souffle coupé. C'est pas si quotidien que ça. Avec Edwin Rosario, vous allez avoir plus d'une fois le souffle coupé par son punch. Et par son punch, il se fait un nom. Et puis il y a une grande première victoire. Je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est en 82. On est en mai 82, fin mai 82, contre Edwin Viruet. C'est toujours rigolo à dire ce nom, Edwin Viruet. Mais Edwin Viruet, tu seras d'accord avec moi, Antoine, était un nom de cette fameuse époque. Je vous parle souvent tu sais, dans cette catégorie super plume, léger, voire super léger. Il y avait tellement de noms comme ça, des durs à cuire, des badass, des mecs à l'ancienne, qu'il fallait se coltiner, se prendre. Je vous parle souvent de Chacon, aussi Limon et tous les autres. Viruet faisait partie de ça. D'ailleurs, il avait acquis une belle réputation en ayant offert un combat dur à la terreur des années 70, Roberto Duran. Et là, Edwin Rosario brille de mille feux contre Viruet. C'est une vraie grosse découverte, Antoine. Oui, alors Viruet, c'est un portoricain, donc c'est une sorte de passage de témoin entre Viruet, qui est à l'époque un vétéran. Il a eu 4 défaites à l'époque, une contre un boxeur moyen, et quand même les autres étant contre Roberto Duran et Esteban de Jesus, autre légende portoricaine. Et il n'a perdu qu'au point à chaque fois. Comme tu l'as dit, c'est un survivant, Viruet. C'est pas du tout un type qu'on met KO facilement, ça se serait su. Duran massacrait ses challengers, on sait son histoire, on sait avec quelle constance il dégommait tout ce qui bougeait à 135 livres. Et Viruet, il lui a résisté dans un style, en sachant se déplacer intelligemment, en sachant pas trop se livrer, évidemment en perdant au point, mais il a été capable de résister. Et donc, lui est un vétéran, et il affronte une star montante. À l'époque, Rosario, il faut le savoir, il est passé en pro à 16 ans, ça le rapproche d'un Wilfred Benitez, par exemple. Il a eu une carrière amateur
il a une trentaine de combats amateurs et il est passé très tôt professionnel. Bah, tu l'as rappelé, hein, c'est la vie classique du boxeur portoricain. Tout le monde le sait, hein, enfance heureuse, tu grandis dans une grande maison avec des parents qui t'aiment, tout se passe bien, scolarité irréprochable, machin. Enfin bon, c'est un boxeur portoricain dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que c'est un type qui a eu une enfance hyper dure. Il a commencé la boxe à 8 ans. Il avait un grand frère qui s'y était mis avant lui. Il a été repéré par Manny Siaka, qui était un entraîneur local assez réputé, qui a entraîné d'ailleurs son propre fils, qui a eu une ceinture, je crois, à 168 livres. Donc, il est, à l'époque où il affronte Viruet, il a 20 combats derrière lui et déjà 18 ou 19 KO. Donc, c'est un boxeur qui n'est pas là pour poser du parquet. Il s'appelle Chapo parce que Chapo, ça veut dire petit. Et il a commencé sa carrière en plume. Il est monté en super plume. Là, il est en léger. Et ce sera toujours un petit bonhomme pour la catégorie des légers, Chapo. Il va toujours boxer des mecs plus grands que lui. Il fait 1m68. Tout le monde dit qu'un Vassil Lomachenko est un peu petit pour la catégorie des poids légers. C'est assez vrai. Mais Chapo était plus petit que Lomachenko. Lomachenko, il fait 1m70. Chapo, il faisait 1m68. Il est petit. D'où la nécessité de trouver les moyens de bien bouger, de se rapprocher. Or, son style naturel, c'est plutôt, alors voilà, bon, toujours les mains bien hautes, coudes assez écartés. Voilà. Mais son style naturel, c'est plutôt le boxeur. C'est un peu les gants collés, mais pour bien passer le crochet. Alors, il sera aussi un peu vulnérable au corps à cause de ça, pour ceux qui sauront travailler au corps. Hein, tout à fait. Mais son style naturel, c'est plutôt, tu vois, c'est le portoricain dans toute sa splendeur. C'est le boxeur puncher qui aime bien contrer. Et en fait, lui, il va être un peu obligé dans sa carrière de mettre la marche avant et d'aller faire du pressure fighting parce qu'il est un peu petit. On peut penser, moi j'ai toujours cru que Rosario, s'il avait pu rester à 130 livres, aurait été une machine de guerre plus dangereuse encore qu'à 135 parce qu'il aurait affronté des types qui auraient eu un moindre avantage d'allonge sur lui. Bon. Je ferme la parenthèse. Contre Viruet, il n'y a pas grand-chose à dire du combat parce qu'il est très rapide en fait. Ça dure 2 rounds. Le mec qui a survécu à Duran, le mec qui a survécu à Derezous, il va chauffer un peu son Rosario, là, son petit gamin. Il va le chauffer un peu alors que Viruet n'est pas un boxeur si offensif que ça. Mais il le prend dans les cordes. Boum, 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 travail corps-face, etc. Et puis il prend un crochet du droit. Boum, sur un coup, pan, il est descendu. Ça lui était jamais arrivé en carrière. Il voit 36 chandelles il a vu la Vierge, il a vu les apôtres, il a vu tout ce que tu veux et il est arrêté parce que et là sa carrière se finit. Je crois qu'il disputera plus qu'un ou 2 combats après, mais c'est anecdotique. Il a pris un coup qui arrête sa carrière. Ça va arriver à plusieurs adversaires de Rosario de ne plus être les mêmes après qu'avant. Donc tu l'as bien dit. C'est sa première victoire significative. Viruet n'a jamais été champion du monde, mais c'est une valeur sûre. C'est un type qu'il fallait battre pour être un boxeur d'élite. Voilà. C'est un statement. Et de ce statement, justement, l'histoire de Rosario passe, moi, je trouve, dans la grande histoire de boxe. On ne le dit jamais assez parce que des Américains, des promoteurs, des managers et promoteurs américains vont le prendre sous leur aile et avoir de vraies expectations, de vraies envies pour lui. Qui ça? Eh bien, vous reconnaissez ce jeune Mike, mais à côté, c'est Bill Clayton et surtout Jim Jacobs. Jim Jacobs qui est là. Et Jim Jacobs c'est pas avoir un coup de foudre, mais il va le signer, il va le travailler. Et donc, ce qui fait que dans ces années plus tard, là, surtout de l'année 85, vous aurez des combats, enfin, vous aurez des Fight Night où vous aurez ce jeune Mike Tyson et aussi Edwin Rosario. Et regardez la photo de vestiaire de Mike Tyson et Edwin Rosario, tu vois. Mais là, alors, cette photo-là... Jolie histoire. Jolie histoire, hein, photo... Bon, je ne vais pas sortir toutes mes blagues. Mais c'est quand même une photo des 2 peut-être plus gros punchers des années 80. Voilà. Ensemble, voilà. C'est ça. Non, mais en fait, cette aura du puncher va être travaillée notamment par Jim Jacobs. On continue sur ces victoires. Il y a une victoire aussi en 83, un an plus tard,
contre José Luis Ramirez. José Luis Ramirez deviendra au fur et à mesure un nom. On vous en parle souvent d'ailleurs, c'est un personnage dont on vous parle souvent dans les discussions Hall of Fame. Mais là encore, il va avoir la décision sur Ramirez, qui était un boxeur qui n'avait pas atteint un niveau de confiance à l'époque, mais qui avait quand même déjà les skills. Donc c'est encore une grande victoire sur Ramirez dans un combat quand même compliqué. Compliqué où Edwin Rosario, on se dit c'est peut-être à la fois les atouts et les problèmes du puncher, c'est que si le mec arrive à résister, il peut aller en eau trouble. Veux-tu rebondir sur et spoiler alert, ce premier combat contre Ramirez en 83? Alors, ce premier combat, c'est un très bon combat. Comme tu l'as dit, c'est une décision. Alors, Julio César Chavez a dit pour qu'un Mexicain s'impose à Porto Rico, obtienne un nul à Porto Rico contre un Portoricain, il faut qu'il le mette KO. Donc là, c'est une façon de dire que les juges à Porto Rico, alors là, c'est 3 juges américains, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que Porto Rico est un protectorat américain. Là, c'est 3 juges américains, mais ça pose de problème à personne parce qu'on considère que Porto Rico est un pays à part entière en boxe. Et il y a une ambiance qu'on imagine, bien entendu. Et ce Ramirez, alors, on ne le connaît pas encore très bien à l'époque. En revanche, il a quand même fait subir un combat très difficile à Alexis Arguello peu de temps avant. Donc, c'est un gars qui a quand même un peu marqué les esprits. C'est une jolie affiche pour le titre vacant, justement, à 135 livres, qui a été abandonné par Arguello. Parce qu'Arguello, il est parti chercher fortune en super léger. On vous l'a raconté dans l'autre discussion qui porte son nom. Et donc, il faut savoir, c'est ça qui est marrant quand même dans ses carrières. José Luis Ramirez, à l'époque, il n'est pas très connu et il a 82 victoires et 4 défaites. C'est ça son palmarès. C'est vraiment un type qui a beaucoup boxé dans sa life. Et on a dans ce combat une version de Rosario qui est le meilleur Rosario possible, pugilistiquement parlant, pendant 7-8 rounds. Après, effectivement, il va ralentir. Peut-être qu'il aimait déjà bien faire la fête. En tout cas, son cardio ne va pas suivre et Ramirez prendra la main sur la fin du combat. Ce qui fait que les Mexicains considéreront que, effectivement, l'impression, c'est que Ramirez méritait peut-être un nul, voire une victoire, ou peu importe. Ouais. Au début du combat, il est magnifique, Rosario. Il est magnifique parce qu'il ne boxe pas, tu vois. Il ne boxe pas comme le type qui veut absolument assommer son adversaire. Il a bien vu que Ramirez, ça boxait, voir que ça a mis Arguello sur les fesses. Donc, il le boxe intelligemment. Il tourne, beaucoup d'esquives du buste. Il est... tu vois le boxeur portoricain qui ajoute toujours de la technique et de la vista à son punch. Et en effet, c'est très très bien fait. Le combat est vraiment intéressant. Ça me choque pas si tu dis qu'il y a 6 rounds partout. Ça va pas me choquer. Je considère que cette victoire, c'est pas du tout le plus gros vol qu'on ait pu voir sur le territoire portoricain de toute façon. On fait Rocky Lockridge contre Wilfredo Gomez, qui est quand même un tout petit peu une arnaque. Là, ça va. C'est pas du tout une honte qu'ils prennent la ceinture sur ce coup-là, Rosario, pas du tout. Et je vous dis, quand tu le regardes boxer, peut-être, alors, sauf les esquives du buste, qu'à mon avis, il faisait plutôt mieux, mais tu as presque l'impression de voir un jeune Shane Mosley, en fait. Il ressemble un peu à Mosley sur ce combat-là, visuellement. C'est un peu... Sauf que Ramirez est un boxeur qui a été, pour moi, un peu à la limite du Hall of Fame. Je ne sais pas s'il était sur la liste, s'il a été éligible. Mais en tout cas, vraiment, en termes d'héritage, on n'est pas très très loin d'un Rosario, justement. Pas très très loin. Et sur ce combat, ça se voit, c'est 2 super partenaires de danse. Tu as donné le spoiler, on n'en dit pas plus sur ce qui va se passer ensuite entre les deux. Toujours est-il que ce coup-ci, c'est bien Rosario qui prend la ceinture. Voilà, c'est une prise de titre. Exactement, c'est une prise de titre pour El Chapo. Il a 20 ans. C'est proprement portoricain. Proprement portoricain. La redite portoricaine à 20 ans, t'es déjà un homme à Porto Rico. Et ce qui est vrai, parce que je crois qu'à 20 ans, il a déjà des enfants. Et quelques années plus tard, 26, il a 4 enfants déjà. Il faisait que des filles. Il faisait que des filles, c'est vrai. Et donc, c'est une prise de titre, mais
comment dire, il va falloir quand même faire mieux. Et on va passer l'année suivante, on va passer en 84 avec un combat là qui est un sacré combat. Qu'est-ce que c'est dur. C'est un combat que je vous conseille absolument. Les hommes vont au bout d'eux-mêmes. Je trouve que c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Et la fin du combat est pour Edwin Rosario et ça fera basculer en sa faveur. C'est contre Howard Davis Jr. Et Howard Davis Jr. était ce personnage. Était un personnage de boxe. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de cette équipe, peut-être la plus grande équipe de tous les temps, on ne sait pas, amateur américaine de 1976 à Montréal, avec bien sûr Sugar, avec les frères Spinks, enfin voilà, vous savez. Mais c'était le seul médaillé olympique américain de cette équipe qui n'avait pas encore de titre mondial chez les pros. C'était un peu une sorte encore de roi sans couronne quand parfois on en parle. C'était un très très bon boxeur. Et là, il y a ce titre pour les lightweight, il y a ce combat. Et effectivement, Rosario Davis, je crois que ça se passe encore à Porto Rico. Donc Davis il est obligé d'aller en terrain ennemi, donc il est obligé de tout donner pour espérer avoir une chance. C'est un combat dur. Et en fin de combat, il va avoir, si je ne me trompe pas, 2 gros knockdowns de la mort que va réussir à passer Rosario, qui fait basculer la décision pour lui. C'est quand même une split décision, si je ne me trompe pas. C'est quand même une split décision. Absolument une split décision, tout à fait. Mais quel beau combat. C'est un grand combat des lightweights qu'on a un peu oublié. Et s'il met pas Davis à terre au 12e round, ce qui est un peu dramatique, mais il perd le combat. Voilà, c'est vraiment, ça se passe vraiment comme ça. Ça fait basculer les cartes pour lui. Et c'est en effet, alors il se retrouve et il aura ça toute sa carrière finalement, en particulier, en léger et au-dessus. Là encore, c'est un type brillant techniquement, qui est plus grand que lui, qui va jouer sur une allonge supérieure et qui va bien en jouer parce qu'il avait des mains rapides, c'était un beau technicien. C'est un gars un peu oublié par l'histoire, Howard Davis Jr. En effet, il n'a pas un énorme palmarès. À l'époque, il avait perdu là où Arguello a fini par gagner, c'est-à-dire contre Jim Watt, qui était champion britannique à l'époque, qui était champion du monde. Il a battu Vilomar Fernandez, qui pour le coup avait une victoire sur Arguello. Donc bon, c'est un boxeur quand même dont on sait qu'il vaut quelque chose, mais le reste de sa carrière n'aura pas été tout à fait à la hauteur des espérances suscitées par son titre olympique. Moi, je crois qu'il ressemble un peu en termes de style. Alors, la comparaison vaut ce que ça vaut, mais on l'avait évoqué dans la discussion sur Roberto Duran, sa période de rédemption. Il me rappelle un peu Kirkland Laing dans sa façon d'utiliser sa taille, boxeur assez fluide, avec des mains assez rapides. C'est vraiment un boxeur que j'aime, qui est agréable à regarder. Je connais pas bien le reste de sa carrière. Toujours est-il que c'était un bon, et en effet, il perd. C'est très cruel pour lui. C'était sûrement le highlight de sa carrière. Il perd d'un rien. Il perd d'un cheveu contre un boxeur qui à l'époque était dur à tirer. Alors pour l'anecdote aussi, on a dit qu'il avait défouraillé, qu'il avait massacré Virouette, qui avait tenu. Virouette, d'ailleurs, il n'a même pas tenu une fois contre Duran, il a fait 2 fois la décision contre Duran. Une fois hors championnat du monde et une fois en championnat du monde. Et entre-temps, il avait dégommé un certain Roberto Elizondo, après son succès sur Ramirez. Et Elizondo, c'était un Américain qui, quand même, avait boxé, il avait fait la limite contre Boza Edwards et il avait fait 7 rounds contre Arguello. Et contre Rosario, c'est 1 round qui tient. Le mec, en un demi-round, c'est fini. Donc, exact, mais t'as tellement raison. Rosario, moi, ce que je trouve en m'étant vraiment repenché sur sa carrière, c'est que c'était aussi l'exemple, et ça suivra dans la suite de notre discussion, c'est que Rosario, il fallait le passer le 4e round. Il fallait le passer le 4e round. C'était pas une mince affaire d'aller jusqu'au 4e round contre Rosario, parce que c'était vraiment la tornade de Porto Rico que tu allais subir, quoi que tu veuilles, sur ces premiers rounds. Survivre au premier round contre Rosario, c'était quelque chose. Et ça sera un élément qu'il faudra revenir. Donc, on est le 23 juin 84 pour cette victoire contre Howard Davis Jr. Et ce qu'on ne sait pas, et je ne sais pas si les écrivains de boxe, les journalistes le savent certainement, mais en tout cas,
après, par rapport à, comment dire, à l'image qu'on a eue ou la réputation qu'on avait de Rosario, moi, je ne savais pas qu'il y avait une telle réputation, mais c'est une réputation de mec qui divague complètement comme Camacho. Et paraît-il que les premières rumeurs de mecs qui se la jouent Scarface, vous comprenez, hein, qui tombent dans la coco, apparaissent apparemment en 84, tu vois. Et bon, Rosario, c'est un portoricain, ça fait pas les choses à moitié. Et ça commence là. Et ça commence aussi le Rosario qui va gonfler entre les combats, où le problème du poids va être finalement son pire adversaire la plupart du temps pour le reste de sa carrière. On est sur quelqu'un qui divague. À savoir aussi, tu parlais de son frère. Il va à la boxe à 8 ans parce qu'il accompagne son frère. Son frère est apparemment un très très bon prospect portoricain, selon tous. Et c'est un mec qui va très jeune mourir d'une overdose d'héroïne en 79 ou 80. Tu vois, Ouais. et ça va être un traumatisme. Rosario on sent bien qu'il s'en remettra jamais. Donc, il y a ça aussi qui se joue. Comprenez que on vous parle d'une carrière, mais en fait, on est obligé de vous parler d'une vie. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Et donc, la vie qui déraille, ça commence apparemment en 84. Et ce qui explique finalement ce qui va se passer en novembre 84, mon cher Antoine, c'est qu'il y a la revanche avec Ramirez. Et là, la revanche avec Ramirez va être un énorme stop. Parce que Ramirez, là, et je pense avec une énergie folle, une volonté, certainement une rage qui est née du premier combat, mais va être terrible contre Rosario qui n'était pas peut-être physiquement. Certainement d'ailleurs, tu vois, qui n'était pas. Et avec un arrêt, mais c'est d'une cruauté parce que Rosario, tu sais, se tourne, même se met dos à Rosario tellement il a pris de coups, il est dans un état second. Heureusement, il se fait arrêter, mais c'est très très violent. C'est très Ramirez, mais c'est vraiment un vrai gros stop et avec une vraie inquiétude là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un des, à mon avis, dans une rivalité entre Mexique et Porto Rico qui a compté beaucoup, beaucoup de grands combats. On vous a déjà parlé d'un certain nombre d'entre eux. C'est un des tout meilleurs. Voilà, ça dure 4 rounds. Combat de l'année pour The Ring en Ouais. 1984. Ça Combat de dure l'année. 4 C'est rounds. fou. Il est fou. C'est complètement dingue. Et c'est un combat entre ces deux boxeurs qui ont cette particularité que, en termes de postérité, ils sont en dessous des grosses stars de l'époque, alors que franchement, ça boxait. Donc, que se passe-t-il au tout début? Au tout début, on est 10-15 secondes après le début du combat. Rosario tourne bien, il cadre son gars, il bouge, etc. Et il chope. Il a les deux coups du puncher, en fait, Rosario. Il a le crochet gauche qui fait très mal et il a la droite qui fait très mal. Il a les deux. Et il chope Ramirez proprement, avec sa droite au menton. Bim, il le fait tomber. On est une quinzaine de secondes dans le combat. C'est compliqué. Ramirez se lève. Bon. Et là, il supporte la colère de Dieu, quoi. Il supporte vraiment, parce que Rosario y va en mode, à la hussarde, il veut vraiment le finir. Et Ramirez, mine de rien, il rend quelques coups. Il tient debout. Il est solide. Il supporte un truc qui n'est pas facile du tout. Ce d'autant plus que, bim, deuxième round, l'affrontement est viril, hein, parce que Ramirez rend, le gaucher Ramirez, il rend bien. Il aura boxé beaucoup de gauchers. C'est assez marrant dans la carrière quand tu fais la somme dans la carrière de Rosario. Il aura boxé beaucoup de gauchers. Ramirez en fait partie. Et en fait, Rosario boxe en combo. Il envoie vraiment des enchaînements là encore pour finir son homme. Et droite en fin d'enchaînement, il arrive à choper là encore Ramirez proprement. Il le refait tomber. Donc, 2 knockdowns dans les 2 premiers rounds contre un énorme puncher, un des plus grands de l'histoire, d'après donc les spécialistes. Et alors imaginez, on est à San Juan, Puerto Rico, la foule est complètement dingue, on entend chapeau, chapeau, chapeau. Enfin bon, les images de l'époque sont assez fascinantes. C'est un combat qui a lieu dans un stade de jour, à ciel ouvert. C'est assez impressionnant. Et là, tu t'aperçois d'un truc, en fait. Ramirez se lève et il rend les coups. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce mec, en fait, exactement? Et Ramirez, avance rapide, c'est un gars qui va combattre 111 fois en professionnel. Il va être arrêté une seule fois, au 11e round, sur coupure, contre Julio César Chavez. Ça, c'est la carrière de Ramirez.
Ramirez était un type qui avait un super pouvoir. On devrait faire une discussion sur lui. Il le mérite. Le mec était immortel. Il pouvait prendre il a affronté tous les plus grands punchers de l'époque. Le mec était immortel. Et là, deuxième round, il rend les coups. Et troisième round, lui a du jus et Rosario commence à se fatiguer physiquement. Et ça, c'est assez dingue parce que quand même, le mec est allé 2 fois au tapis, il a pris des pralines. Simplement, Rosario, il n'a plus de gaz dans le tank. Il punched himself out. C'est-à-dire que il s'est tué à vouloir le tuer, il s'est tué. Il s'est fatigué. Et donc, au troisième round, c'est carrément Ramirez qui prend la main. C'est lui qui boxe en enchaînement, c'est lui qui touche. Et là, il se passe un truc de maboule. Et le quatrième round ne fait que confirmer ce qui s'est passé. Là, c'est Rosario qui finit par manger pain sur pain. Il prend un enchaînement, 2 enchaînements. Ils sont près du point, tu l'as rappelé. Il prend un enchaînement, 2 enchaînements. C'est Ramirez qui est dos au poteau. Très intelligemment, il se décale. Rosario tombe sur le poteau. Il reprend un coup, 2 coups. L'arbitre arrête le massacre. Il a du courage, parce que pour arrêter ce combat-là à Porto Rico, il faut quand même du cran. Edwin Rosario perd son premier titre mondial sur ses terres contre un homme qu'il avait déjà battu. Donc, c'est un coup de tonnerre, véritablement. Et tu te dis, quand tu vois le profil des gars, effectivement, commençant la boxe hyper tôt, gros noceur, instable, etc., tu te dis que sa carrière peut quand même s'arrêter relativement vite. Des mecs qui subissent ce type d'humiliation chez eux, avec tout ce que ça suppose derrière, la charge symbolique, le Mexique contre Porto Rico, etc., tu te dis, va-t'en t'en remettre de cette histoire. C'est terrible. C'est une défaite à tous les niveaux. Et heureusement que tu l'as rappelé, j'ai oublié, j'avais noté, mais c'est le Fight of the Year 84. Et comment? Mais regardez-le parce que c'est comme tu le dis, 4 rounds, mais vous avez l'impression d'en vivre 12, voire 15. C'est vrai, hein. On a cette impression qu'il y a tellement eu de choses. Je suis toujours surpris de dire il n'y a que 4 rounds. C'est incroyable. Et c'est rappeler, c'est un déferlement de violence aussi, hein, comme ça peut arriver en boxe. Ce soir-là, c'est ça. Et les déferlements de violence chez Rosario vont s'accumuler. Et ça aussi, ça va avoir son impact. Ça va s'accumuler. Donc, c'est un gros stop. Et puis, dernier aspect qui reviendra, ça sera une redite dans notre discussion sur Rosario, c'est la fameuse défense de titre. Parce que Rosario va en gagner des titres, mais défendre son titre, qu'est-ce que ça va être compliqué pour Rosario? Plusieurs fois, hein, tu es d'accord avec moi, Antoine? Oui. Ça, on va le voir. On va le voir. Il y aura beaucoup d'exemples. C'était pas un mec très stable. Et ça s'est vu sur le ring plus d'une fois. Plus d'une fois, oui, ça transparaît du ring. Il avait beau rester taciturne, parce qu'il n'était pas expansif comme son Némésis, on va en parler bientôt, mais la vérité de ce qu'il vivait, en fait, quand tu transparais des images, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est vraiment incroyable, qui m'a fasciné, moi. Et c'est un vrai thème d'écrivain de boxe, Rosario. Alors, il faut se remettre de ça. Il accumule plusieurs combats, notamment pour l'année 85, avec un premier combat face à un boxeur que moi j'ai adoré, et toi aussi, c'est Frankie Randall. On est en 85. 85, hein, Frankie Randall aussi, hein, ça aussi, il mériterait une discussion Hall of Fame lui aussi. Dans un combat compliqué, où Rosario va gagner ce combat. Frankie Randall, vous retrouvez ce combat, il a un short noir. Il n'a pas encore son short du chirurgien blanc et vert chirurgien. Il a un short noir à rayures blanches, je crois. Vous voyez ce combat parce que c'est un combat serré, en fait. Parce que Randall essaye de le boxer, et Randall était un très bon boxeur. C'est un combat où certains disent ça aurait pu pencher either way, comme on dit. Ça va pour Rosario. Et c'est quand même une victoire par la petite porte, mais une victoire qui lui sauve la mise pour continuer une carrière d'un sacré standing, notamment avec Jim Jacobs. Comment dirais-je, c'est vraiment alors, c'est un combat très bizarre déjà parce qu'il oppose Frankie Randall, qui est invaincu à l'époque, mais qui ne s'est pas mesuré à des boxeurs de premier plan. C'est son premier combat de top niveau. Ouais. À Rosario, qui est un portoricain, tout le monde le sait, et ça a lieu à Londres. Alors, va comprendre pourquoi, va comprendre l'histoire, le sous-texte.
il s'est Peut-être perdu dans les limbes du en golf. sous-card d'une grosse soirée à Londres, peut-être. En sous-card d'une En tout soirée à cas, Londres. voilà, j'ai cherché. Voilà, c'est assez surprenant. En tout cas, il a retransmis en direct aux États-Unis, mais avec le décalage, etc. Et en effet, alors on est n'oubliez pas les pirates, on est toujours en poids léger. Frankie Randall, le plus gros exploit de la carrière de Randall viendra à un poids supérieur. Donc là, Randall, il est tout fin. Il est plus grand que Chapo, rien de nouveau sous le soleil, tous ses adversaires sont plus grands. Alors, il est grand avec ses bras plutôt courts. Il commence, en fait, le début du combat, objectivement, il outbox complètement Rosario. C'est-à-dire que il arrive à la fois à avoir l'avantage de taille, mais il avance sur Rosario, il est plus vif, il enchaîne, il est très fluide dans sa gestuelle. Le seul truc qui lui va pas et qui probablement se verra quand il sera monté derrière à 140 puis à 147 livres, c'est que justement, il n'a pas beaucoup de viande sur l'os et il tape pas très fort en fait. Il tape beaucoup moins fort que Rosario en fait. Et donc, au fur et à mesure que le combat avance, Rosario, qui comprend qu'il n'aura pas Randall à la boxe, se met à combattre en pressure fighter. Il se met à avancer sur lui plus efficacement. Il envoie des coups au corps pour le ralentir. Et effectivement, il y a petit à petit, il remet la main sur le combat, mais les rounds du milieu sont serrés. Et ce qui va porter préjudice à Randall, c'est qu'à la fin, effectivement, il y a un vrai déficit de puissance par rapport à Rosario. Et il lutte un peu pour sa survie. À la fin, il va rester debout, c'est son grand mérite. Parce que contre ce Rosario-là, on vous l'a déjà expliqué, c'était pas simple. Donc, au final, alors, il faut aussi le savoir, selon ce système-là, c'est l'arbitre anglais qui est le seul à déterminer le vainqueur du combat. Il n'y a pas de juge, c'est le seul. Et il le dit immédiatement. Alors, les images sont assez étonnantes, c'est-à-dire que ça finit le 12e round, bon, ça chamaille et tout, etc. Et l'arbitre sépare les deux boxeurs et immédiatement, il prend la main de Rosario et il la monte. C'est un truc qu'on n'a plus l'habitude de voir, en fait. C'est immédiatement. Et ça n'aurait pas été scandaleux de donner le nul à Randall. Je trouve quand même, en revoyant les images, ce combat, il a la réputation d'être très serré. Je pense quand même que Rosario est allé le chercher. C'est ma conviction. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'en début de combat, il est outboxé. Ça, et qu'on voit déjà que Randall est un beau boxeur. Et Randall, donc là, on est en 85. Frankie Randall, à cause de cette défaite, qui sera sa première défaite en carrière, et puis d'une défaite pas très longtemps après contre un vrai second rôle, entame une espèce de traversée du désert, pas très juste par rapport à son pédigré. De presque 10 ans. De presque, non, 8 ans. Ouais. 8 ans, parce qu'il faudra attendre 92-93 pour que... c'est incroyable, c'est des histoires, les histoires incroyables. Ce qui est fou dans les discussions Hall of Fame, et c'est pour ça que j'adore être avec toi et nos discussions, c'est que des histoires extraordinaires, incroyables, s'entremêlent et c'est magnifique. Enfin, je trouve ça passionnant. Oui. Mais à chaque fois, on change l'angle. Voilà, c'est ça. Et c'est ça d'un côté, voilà, et ça va arriver. Les changements d'angle, comme tu le dis très bien, vont arriver. Parce que tu sais qu'on va passer dans cette année 86 avec là un grand combat. On vous en a déjà parlé de ce grand combat dans cette discussion Macho Man, dont je suis très très fier. Merci encore à Christian Delcourt et Antoine de m'avoir accompagné. Merci. Parce que on a eu un énorme moment, et c'est une vidéo qui vous plaît, mes pirates. Je sais qu'elle vous plaît beaucoup, donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc vous savez, il y a ce duel, mais en fait, on va pouvoir réappuyer un petit peu. Si vous voulez savoir du côté de Camacho, allez revoir cette discussion, mais là on va aller du côté de Rosario, parce que symboliquement c'est très très fort. Donc Camacho Rosario, vous voyez l'affiche officielle, et vous voyez bien que c'est Camacho qui est mis en avant, alors que Rosario est un nom, alors que Rosario est spectaculaire la plupart du temps, voilà. Et que les médias américains, ils ont leur petite princesse. Ils ont leur princesse, ils l'ont choisi, leur princesse c'est Camacho. Edwin Rosario est plus difficile à vendre en termes de personnalité. Mais il y a tout un contexte portoricain qui fait que Rosario, en fait, rien que ce combat lui met la rage. Parce que Camacho, c'est un New-Yorkais pour un vrai portoricain comme Rosario. C'est un New-Yorkais. C'est un portoricain New-Yorkais. C'est pas un portoricain selon lui. Tu vois ? Et donc, va se jouer quand même l'honneur, et c'est beaucoup pour eux, l'honneur de l'île,
Et Rosario, dont on sait maintenant qu'il divaguait déjà, on est sur un retour au sérieux. Il se prépare très sérieusement et on va avoir un grand combat. Un grand combat de l'histoire de la boxe. C'est vraiment un grand combat. Parce que Camacho est lui aussi bon, peut-être un peu moins sérieux que Rosario, hein, mais Rosario, tu peux peut-être le prendre, tu peux avoir de la condescendance avec lui, jusqu'au temps où tu vas te manger son crochet. Là, ça va changer dans ta tête. Et c'est ce qui se passe un peu. Parce que ça boxe bien. Camacho, vous le connaissez, ça boxe bien. Puis il y a un 5e round où, calmement, de façon posée, Rosario a attendu. Et ce crochet de l'enfer passe. Et là, Camacho n'est plus le même homme. Mais Camacho a sa paire de 1 et il va survivre tout le round de façon en courant beaucoup, mais aussi de façon intelligente, aussi de façon courageuse parce qu'il va s'en manger. Et donc il y a un retournement, c'est un combat vraiment spécial si vous aimez, c'est ce moment où ça se retourne complètement. Et le combat, s'il avait été pour les premiers rounds pour Camacho, devient vraiment très très serré, voire même, je te dirais, à l'avantage de Rosario. Il y a un 11e round où Rosario refait mal. Il refait le coup, absolument. Il lui refait très très mal. Et Camacho a l'énergie et le courage pour tenir jusqu'au 12e. Vous savez très bien qu'il aura la décision. Je pense véritablement que Rosario a montré beaucoup de sérieux, donc dans l'esprit des fans, il a été un homme, ça a été le bonhomme de la soirée, mais quelle défaite crève-cœur finalement. Qu'est-ce que tu en penses finalement, Antoine, de ce dont on a déjà parlé, mais maintenant on est du côté de Rosario? Effectivement, ça montre quand même que, là encore, que tu battes Rosario ou que tu perdes contre lui, il y a souvent un avant et un après. Et ça va être vrai pour Camacho. Parce que Camacho, il arrive dans ce combat, il est invaincu, tu l'as dit, il a une aura de star. Il a outrageusement dominé Ramirez. Il a boxé Ramirez et Ramirez n'a rien compris. Pendant 12 rounds, il a pris une leçon de boxe. Ce Ramirez qui avait posé tant de problèmes à notre ami Rosario, il n'a pas existé contre Camacho. Il n'a pas existé. Et Camacho, après ce combat-là, c'est la première fois qu'un type le cadre et le touche comme ça. Et il va boxer en se retenant, en ayant peur, en fuyant la grosse castagne. Donc il y a un avant et un après. Et Rosario, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un combat qui est quand même chargé c'est un combat très signifiant. C'est un autre crève-cœur. Il a perdu contre un Mexicain à San Juan, Puerto Rico, ce qui est une horreur. Et là, il perd devant la plus grosse communauté portoricaine hors de Puerto Rico, celle de New York. Il perd contre Camacho, qui est un peu un mariole et qui effectivement est un New-Yorkais, alors que lui est vraiment de l'île. Et il aurait pu gagner. Il est vraiment passé à ça. Au 11e round, il n'est pas loin du tout de mettre Camacho KO. C'est un peu un crève-cœur. Donc, il aura manqué finalement à Rosario, à mon avis, tu vois. Alors Camacho était un excellent. Il avait un déplacement formidable. Il avait un jeu de jambes extraordinaire. Et tu sens dans ce combat que Rosario a déjà peut-être un peu perdu en mobilité. Enfin, c'est difficile à estimer comme ça. Enfin, peut-être qu'on réécrit un petit peu l'histoire, mais il a déjà perdu un peu en mobilité. Donc, puis là, il cherche aussi tellement le coup dur qu'il parfois il y a des rounds où il travaille pas, il construit pas, il cherche le coup dur, Il permet à Camacho de gagner en tournant dans son jab un peu mollement. Ça, c'est vrai. En tout cas, c'est une split decision. Donc, c'est sur un très gros combat. Il aurait battu Camacho. Il passe vraiment pas loin. Ça l'aurait relancé. Ça aurait fallu le patron de son île. Ça aurait fermé la bouche de Camacho. Donc, c'est un autre tournant dans sa carrière. C'est un très gros combat. Autant il y a eu des défaites qu'il n'aurait pas pu éviter, autant celle-là, il passe vraiment tout près. Et c'est sûr qu'il aurait changé de statut. En revanche, le combat est tellement serré et Rosario a donné une tellement bonne impression de lui-même qu'on lui accorde malgré tout dans la foulée, et je te laisserai l'introduire, mais on lui accorde dans la foulée, c'était pour le titre WBC des poids légers que se disputait ce combat-là. On lui donne une chance en WBA dans la foulée, ce qui prouve bien qu'il est quand même super crédible. Il est ancien champion du monde et il vient quand même de donner le combat le plus dur de sa vie à Camacho. Donc, il en sort pas complètement déprécié. Je pense que c'est pour
aux yeux des connaisseurs de l'époque, Ouais. je pense qu'on lui en veut pas spécialement d'avoir perdu ce combat-là dans ces conditions-là. Alors, au dernier truc, quand même, rêvons un peu, hein, un combat entre deux stars portoricaines du Hall of Fame avec en sous-carte Julio César Chavez et Mike Tyson. Putain, quoi. Enfin, c'est quand même... voilà. Soirée de folie, hein. Tu sais que la DeLorean, elle est prête, on y va. Hein. On y va. Hein. Ouais. La DeLorean, elle est prête, on y va. Ah non, Ça, non. comme soirée, ça ouais. devait être un truc... Ouais. Complètement. On vous conseille, le lien sera dans la description évidemment de cette vidéo, on vous conseille d'aller revoir aussi l'autre pendant, la discussion Camacho pour cette fameuse soirée. Et donc, comme tu le dis, quelques mois plus tard seulement, je crois qu'on est 3 mois plus tard, on est toujours dans cette année 86, c'est quand même très une guerre. Les mecs, ils mettaient pas 1 an pour se remettre d'une guerre, c'est quand même parce que il va avoir donc ce prix de consolation, mais qui est un beau prix, je veux dire, dans une soirée où aussi fait énorme, il y a Camacho qui reboxe. Ouais. En plus contre Edwards pour une des dernières grandes victoires de Camacho. Et Rosario va aller contre Bramble. On va en parler tout de suite. Mais ce qui me fait un peu délirer, moi, quand je vois cette soirée, c'est une belle soirée en plus. C'est une belle soirée boxe à Miami. Donc on est en 86. On est à Miami. Donc tout de suite, je pense Miami Vice, tu vois. Je pense croquette, je pense t-shirt turquoise, je pense le swag, tu vois, je suis dans le délire. Je suis dans le délire. On est à Miami et on est quand même on est dans le registre des 2 plus gros coquets de l'histoire de la boxe certainement, qui sont encore une fois, il faut le dire, tu vois. Et là c'est en fait finalement, je trouve que c'est un vrai souci parce que ça fait partie intégrante de leur histoire. C'est des hommes qui ont divagué tellement, c'est des hommes qui ont été des addicts, mais avec des quantités. C'était Scarface. Et, Camacho, on le savait, mais Rosario, moi, je le savais pas vraiment. Enfin, mais c'était pareil, c'était les mêmes quantités, c'est la même divagation. Et en fait, c'est quand même assez bizarre, moi, je trouve, et c'est un petit aparté que je voudrais faire, c'est que ces histoires de coq reviennent tout le temps. Et à un moment, nous, en fait, on est obligé d'en parler, mais il y a ce côté pervers à surtout pas glamouriser, alors que je vais laisser passer nos chers pompiers, on les salue. Il y a une façon, enfin, il faut à la fois en parler et ne pas glamouriser ça, parce que ça fait partie un peu du glamour de cette substance. Et moi, je veux pas quand même adhérer à ça, parce qu'en fait, on y est, quoi. On y est là-dedans. Et simplement, pourquoi années 80, coq, box, c'est tellement présent? Moi, je trouve que parce que, en fait, on parle d'un système. On parle souvent du mot systémique. Tu sais, c'est des mots qui reviennent. Mais effectivement, s'ils sont tous tombés dedans, c'est que quelque part, cette substance était à portée de main de tous. Et quelque part, c'était vraiment un cadeau empoisonné parce que les boxeurs, c'est des personnes qui sont toujours en danger. Ils ont des vies spéciales et puis en plus, ils sont dans un business extrêmement cruel et spécial. Et quoi de mieux que d'avoir des boxeurs de talent, des boxeurs de renom qui sont obligés de boxer. Et qui sont obligés de boxer à tes conditions. Pour cela, il faut les soumettre à des addictions, que ça soit le jeu, que ça soit les femmes, que ça soit la coque. Et je trouve que ces années-là sont représentatives de ça. Il faut aussi voir le système derrière. C'était ma petite aparté. Je voulais le faire parce que là, on est obligé de parler de cette substance. Moi, ça me met mal à l'aise parce que je suis plutôt côté straight edge, tu vois. Tu vois, j'ai pas un rapport tranquillou par rapport à ça, tu vois. J'ai vu des amis tomber là-dedans. Ça c'est pas moi, ça me fait mal au cœur. Enfin, bref, voilà, c'était ma petite aparté. Je sais pas si tu veux revenir. Non, on va partir de la soirée. Ouais, excuse-moi. La plupart des stars de l'époque, comme tu l'as dit, étaient sous coke, de manière très claire. Et quand tu lis des biographies de boxeurs, voire des autobiographies,
ils le disent, y compris les gars qui avaient plutôt une image de sérieux. Tu prends un mec comme Hagler, lui aussi, il était drogué à l'époque. Alors que c'était le travailleur, le mec sérieux, etc., etc. Bon. Mais en effet, il y avait une espèce de gradation dans les addictions. Il y avait les types qui en prenaient parce que ça faisait partie du système, tu l'as dit, et parce que c'était un peu l'époque qui voulait ça. Il y avait un aspect de mode, il y avait un aspect de... Bon, je pense aussi que certains promoteurs étaient des encourageaient, voilà. Mais comme on tenait aussi les artistes, comme on tenait aussi... Enfin, tu vois, il y avait un peu... C'est vrai. Et puis, malgré tout, si tu veux, tu avais une espèce d'échelle. C'est-à-dire que t'avais les mecs qui se coquaient parce que tout le monde se coquait, et puis t'avais les mecs qui faisaient vraiment n'importe quoi dans le n'importe quoi. Et je pense qu'avec Camacho et Rosario, on tient deux types qui faisaient n'importe quoi dans le n'importe quoi. Voilà, tout à fait. Très bien dit. Mais là, on va pas être sur du n'importe quoi. Parce que cette défaite crève-cœur contre Camacho, et surtout la dignité qui en ressort, qui est vue par tous. Il a donc, comme tu l'as dit, tout de suite une chance pour la WBA contre un autre personnage de l'époque, ce Rastaman, Livingston Bramble, que j'adorais. Moi, il y a une entrée sur le ring contre Ray Mancini. Il a 2 grosses victoires contre Mancini, quand même. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Et ce combat est fait pour aussi monter Bramble. On se dit, il a eu ses victoires contre Mancini. Peut-être que c'est peut-être une star en devenir. Alors on va essayer de le monter. On le met contre Rosario dans cette fameuse soirée, qui est une belle soirée. Là aussi, la DeLorean, on s'y serait arrêté. Et ce qui va se passer, c'est, selon moi, peut-être la plus grande victoire de Rosario, parce que c'est un statement qu'on n'attendait plus de Rosario. Et c'est le Rosario qu'on n'espérait plus, c'est-à-dire la tornade. Et Bramble, c'était un dur. Je vous ai parlé de cette génération, Chacon, Bramble. Enfin, cette génération, c'est que des durs. Le mec, en 2 rounds, il le démonte. Mais vraiment. Et c'est d'une cruauté, la fin. Et d'ailleurs, Bramble tombera, tu sais, il tombera à 4 pattes, tu sais, et tout. Il se relèvera pas. Il aurait peut-être pu se relever, mais il se relèvera pas de souffrance. Ça, c'était Rosario aussi. Quelle énorme prise de titre. Quelle énorme prise de titre, Antoine. Effectivement, Bramble, et ça se voit quand tu observes l'affiche, quand tu vois la manière dont était pensée la soirée. En gros, on pensait derrière unification Bramble-Camacho. Le truc était cousu de fil blanc. C'était ça l'histoire qu'on voulait raconter. Et Bramble, ne l'oublions pas, à l'époque, il a 24 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais il a surtout 2 victoires contre Mancini, tu l'as rappelé. Donc le mec qui a un avenir, c'est clairement lui. Alors c'est un bel athlète, c'est un grand type. Comme d'habitude, il est plus grand que Chapo. Ben voilà, ils sont tous plus grands que Chapo. Il a des fondamentaux hyper solides. Au premier round, il boxe bien, Rosario, contre Rosario. Mais deuxième round, il fait l'erreur, il reste en face. Il reste en face et Rosario décide d'avancer et de ne pas s'arrêter. Et il avance méthodiquement, il envoie en haut, en bas. C'est une machine à détruire. C'est par rapport au beau boxeur qu'on a vu dans le premier round. Bramble a vraiment récité sa boxe. C'était plutôt, non pas que Rosario n'était pas bon, mais Bramble impressionne parce qu'il a cette espèce de stature, cette espèce d'élégance sur le ring. Et en deuxième round, il n'est plus là du tout. Rosario avance, lui fond dessus. Il enchaîne, il boxe en combo, il boxe intelligemment. Il enchaîne, il n'envoie jamais 2 fois exactement la même chose. Et Bramble encaisse. Il finit dos au cordes, il se déplace. Et c'est au milieu du ring, en fait, qu'il prend la dernière droite qui lui arrive au sommet du crâne et qu'il assomme. C'est un coup de trick qui le fait tomber. Et Bramble, donc je l'ai dit, 24 victoires, dont 2 sur Mancini, 1 défaite, 1 nul à cette époque. L'avenir lui appartenait. Bramble, en fin de carrière, c'est 40 victoires, 26 défaites et 3 nuls. Et c'est un type qui n'aura plus jamais le statut et les capacités et les résultats qu'il avait eu auparavant. Il y a un avant et un après, c'est une défaite fracassante. Et c'est la seule fois de toute sa carrière que Rosario fera la couverture de Ring Magazine, à l'issue de ce combat-là en particulier, parce qu'il choque le monde. On s'attendait... Il y avait peut-être une chance de battre Bramble, mais qu'il le massacre en 2 rounds. Un type qui avait battu 2 fois Mancini, il y avait très peu de chances qu'il le fasse. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que les gens attendaient. Et 3-4 mois après le combat du Madison Square Garden. Absolument. Incroyable. C'est une démonstration.
c'est un truc fou. Mmh. Un truc fou. Et donc, de nouveaux champions du monde. Et il va défendre justement son titre avec 2 défenses de titre, dont une. Je vais te mettre la photo de leur conférence de presse. Voilà. Donc, une contre Juan Nazario. Juan Nazario. Et vous avez vu, c'était chaud. C'était chaud. Et face à cet excellent boxeur, encore une fois, à l'époque, ce ne sont que d'excellents boxeurs. Que d'excellents boxeurs. Et Rosario, peut-être là, on peut suspecter que le sérieux qu'il a eu, il a redérapé. Dans sa vie, à mon avis, il a redérapé. Il se retrouve dans un combat face à un boxeur dur, mais Rosario est un des plus énormes punchers que vous pourrez voir sur vidéo. Un des plus énormes punchers. Et quelque part, le punch le sauve. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il était pris dans un combat compliqué et au punch, il va à faire mal à Nazario. L'histoire n'est pas finie avec lui. De ce premier combat, parce que c'est le premier combat, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, c'est un combat. Donc déjà, comme vous le constatez, les Pirates, c'était un peu chaud en conférence de presse. Alors, c'était chaud pour pas mal de raisons. Il s'avère qu'ils avaient à l'origine le même entraîneur, Maniciaca, qu'ils étaient partenaires d'entraînement, parce que Nazario, lui aussi, c'est un Boricua, c'est un portoricain. Et donc, tu passes de best friend forever, camarade d'entraînement, etc., à rivaux, à adversaires. Et donc, évidemment, ça bascule très vite dans toute autre chose. C'est un combat qui n'a pas été très promu. La salle est à moitié vide, on est à Chicago, c'est un lieu un peu bizarre. Ouais. Et les images sont assez mauvaises. Ça a un charme particulier. Le ring n'est pas très bien éclairé, l'image est chelou. Moi, j'adore ce combat, mais ça a le charme des 2 mecs qui vont se mettre sur la gueule dans l'impasse derrière chez toi pour savoir qui sera le roi du quartier, quoi. C'est un peu ça l'ambiance de ce combat. Et en effet, c'est un combat de teigne. Il y a beaucoup de front contre front. Nazario prendra 2 points de pénalité, une fois pour un coup bas, une fois pour morsure au 7e round, quand même. Donc on est vraiment dans l'amour, quoi. Hein. Alors, en plus, Nazario, c'est un homme de l'époque, encore un gaucher, encore une fausse patte, encore un type plus grand que Chapo. Il a un mulet assez élégant. Hein. Bon, on est dans une époque là encore. Et en effet, c'est un combat de teigne, c'est un combat de chiffonnier. Ouais. C'est pas très beau et beau à la fois. C'est-à-dire que moi, j'adore. Je trouve qu'il a un charme très particulier, ce combat-là. Ouais. Pas beaucoup de gens le connaissent. Franchement, les Pirates, c'est un plaisir très spécial. Parce que c'est tout simplement, comme tu le dis, c'était pas une histoire inventée. Ah ben, c'était pas une histoire inventée. Non, mais tu sais, maintenant, aujourd'hui, c'est des histoires comme ça. Tu sais, bientôt, il va en avoir une entre Herring et Stevenson, et Shakur Stevenson, d'anciens partenaires d'entraînement qui vont s'affronter. Ouais. Mais là, je veux dire, tu ne questionnais pas la véracité des émotions, quoi. Et le chaos qui arrive au final, au 8e round, sur une série de Rosario, c'est dur. Il tombe comme un sac de ciment, Nazario, en fait. Il tombe vraiment, il tombe sur les coudes, il n'arrive pas à se relever à la fin, il est figé. Franchement, ça fait partie de ces petits plaisirs coupables de la boxe qui méritent. Vous savez, les Pirates, vous avez une demi-heure à tuer un jour particulier où il fait gris dehors, et où, etc., etc. Ça réchauffe le cœur du vrai fan de boxe, ce genre de combat, parce que vraiment, c'est très authentique. Il n'y a pas plus vrai, c'est ce que disait le capitaine, il n'y a pas plus vrai que ce combat-là. Et en effet, Rosario, qui n'est pas le meilleur Rosario ce soir-là, il s'en sort parce que voilà, il a des moyens physiques que l'autre n'a pas tout à fait. Le punch, il a quelque chose dans les poings qui est extraordinaire. Et il se sauve de ça. Et je te dirais même, Antoine, en fait, c'est un cadeau empoisonné, cette victoire. Ah oui. C'est un cadeau empoisonné parce que de là, Rosario est pris. Il a ce punch, mais c'est un super-héros. Hein. Il a ce côté super-héroïque avec son punch. Il se dit, mais ça me sauvera toujours. Et donc, il continue à divaguer là où il ne faut pas pour un combat immense, enfin, une affiche plutôt immense de 87,
Je vais vous la mettre, vous la connaissez. On vous l'a déjà montré, cette affiche. Rosario Chavez au Hilton de Las Vegas. Bien sûr, si vous voulez connaître le pendant chavezien de cette histoire, allez voir cette discussion Hall of Fame Chavez avec notre père spirituel Christian Delcourt, avec Antoine, évidemment, le writer, et moi-même. Vous en saurez plus. Mais dans la perspective de Rosario, finalement, c'était le the match-up de sa carrière. C'est vraiment le grand moment. Et en fait, il le gâche en n'étant pas sérieux. Il a eu énormément de problèmes de poids. En fait, il s'est tué à faire le poids. Et double problème, mon cher Antoine, c'est que Chavez a eu écho qu'il s'est tué à faire le poids. Il a eu écho de ça. C'est pas bon parce que Chavez sait comment le travailler à partir de là. Et Rosario n'a que son punch. Et il tente toujours le coup. Mais Chavez le travaille à mi-distance comme personne. C'est un combat d'école à voir si vous voulez étudier ce que c'est que la maîtrise de la mi-distance par Chavez et comment casser quelqu'un encore. Je me souviens de ce combat, on en a déjà parlé évidemment, mais il y a quand même un uppercut qui passe de Rosario et tu te dis, si Chavez il tombe pas sur cet uppercut, il tombera pas, c'est le cas. Et finalement, ça devient une punition. Mais en fait, Rosario est face à l'évidence, quoi. Il a trop merdé, il est trop chargé, il a fait le balloon, comme on dit, et ça lui a tout tué. Et vous voyez comment un homme divague, parce je pense qu'il est plus lucide sur l'état de sa carrière. Parce que là, c'est le moment, the moment, comme on dit. Et il le gâche. Je trouve qu'il le gâche avant l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine ? Je pense que c'est la conjonction des deux. C'est-à-dire que Rosario était Rosario. N'oublions pas non plus ce qu'était Chavez. À ce moment-là, on est en 87. Ouais. Ce Chavez-là, il est inarrêtable. Donc évidemment, la conjonction des deux, ça donne, je crois que je l'ai dit dans la discussion avec Christian et toi, je vais le redire, un des médias américains qui avait couvert l'affaire, un des journaux américains qui avait couvert l'affaire, dit, ben voilà, raconter ce combat, c'est comme un procès verbal pour de coups et blessures que ferait la police d'une agression en pleine rue. C'est voilà, le malheureux Rosario, en plus, alors, il n'a pas forcément dans les jambes de quoi bouger suffisamment. Et alors ça, c'est déjà un problème. Donc, très tôt, il accepte en fait le combat de Chavez. Donc il est dos aux cordes, et il accepte le pilonnage de Chavez. Et Chavez, en fait, assez intelligemment, le prive de la distance dont il a besoin pour placer un bon coup. Il met des combos sur combos, il finit toujours par un crochet au corps qui affaiblit évidemment le fameux crochet gauche de Chavez au corps qui affaiblit Rosario. Il n'a pas grand-chose à lui opposer, en fait. Il est moins précis. Il arrive à toucher une ou deux fois, mais Chavez prend sans grand problème. Donc effectivement, je pense que Rosario n'était sûrement pas à son top. Il n'était probablement pas aussi affûté et concentré que ce qu'il était contre Bramble. Mais il laisse un peu échapper. Et c'est son drame, parce que Rosario restera, même s'il a battu Ramirez, au fond, il restera pour sa défaite dans la revanche contre Ramirez et pour la rouste qui prend des mains de Chavez, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il se fait massacrer pendant 11 rounds. Richard Steele finit par l'arrêter alors qu'il a le visage tuméfié, il ne voit plus les coups venir. Et objectivement, heureusement, alors c'est cruel de lui faire ça au 11e round. Peut-être que pour son orgueil, il aurait préféré tenir jusqu'au bout, mais il y a des moments où tu vois, ça ne sert plus à rien. Enfin, au point, il n'avait plus aucune chance. Il n'avait plus de jus pour mettre Chavez KO, il ne l'aurait pas fait. Enfin bon, bref, ça ne servait plus à rien de continuer le combat. Mais c'est la carrière de Rosario. Parmi les défaites, il y a quand même 2 fois où il perd une ceinture, c'est contre des Mexicains avant la limite. C'est des défaites qui font mal. Donc, en plus de la défaite contre Camacho, qui était une défaite contre un compatriote, donc pas forcément très facile à encaisser. Donc, on peut penser que l'ego de Rosario, c'est quelque chose. Et puis, en plus, voilà, il y avait probablement aussi, en termes d'orgueil, c'était compliqué, parce que vous l'avez vu sur l'affiche, le tenant du titre, c'est Rosario. Ouais. Mais l'histoire, elle est racontée autour de Chavez. On le voit sur l'affiche. Chavez est représenté au-dessus encore une fois de Rosario. Le sous-titre, c'est le grand Mexicain Julio César Chavez à la recherche de son 2e titre de champion du monde. Donc,
voilà, on considère un peu Rosario comme, Ouais, comme un Dodan, en quelque sorte, sur la route de Chavez. Malheureusement, il se comportera un peu comme ce Dodan. C'est un peu tristouille. Le combat, objectivement, en fait, il est fascinant si vous êtes fan de Chavez pour voir une machine en pleine action. Il n'est pas très intéressant pugilistiquement parlant, parce que, bon, ben voilà, il y a un peu de bagarre. On va dire que Chavez impose vraiment sa domination vers le round 5. On va dire ça comme ça. Il y a match au début, et puis après, c'est disproportionné. Voilà. Le mérite de Rosario aurait été de rester debout quelque part. Voilà, il a arrêté debout. Avec son orgueil, effectivement, son orgueil. Qu'aurait été ce combat si Rosario avait eu une autre vie? Ça, c'est des sites, on ne le saura jamais. Effectivement, mais pour la grande histoire, c'est bien la preuve que c'est terrible cette défaite, parce que regarde, un mec comme moi, en fait, ne connaissait Rosario que par cet aspect de ses grandes défaites. Et c'est assez terrible. Et donc de là, Rosario, évidemment, on est dans une autre époque où on boxe beaucoup, parce qu'il faut vivre. Donc, de 88 et 89, Rosario va beaucoup boxer, mais pas que des foudres de guerre. Il faut qu'il se refasse. Il se refait beaucoup aux États-Unis, hein, principalement aux États-Unis. Et comment le juger, le jauger par rapport au milieu? Certainement que Rosario est considéré comme un gatekeeper, un gatekeeper de luxe dès sa défaite contre Chavez. Donc il y a 2 années où il accumule des victoires, des KO, mais je répète, pas contre des foudres de guerre. Et arrive une opportunité encore de championnat du monde, de prise de titre. Rosario aura énormément de prises de titre. Ça aussi, pour un Hall of Famer, c'est pas rien. Une prise de titre qu'on a complètement oubliée contre Anthony Jones. Alors Anthony Jones, on l'a aussi oublié, mais c'était un boxeur plutôt talentueux du Kronk Gym, entraîneur Emmanuel Stewart, qui est dans le coin d'Anthony Jones ce soir-là. Et donc là, on a encore un grand combat. Anthony Jones, c'est sa chance. Il peut se faire un nom pour son résumé. Et à Rosario. Et c'est là où le cas Rosario est extrêmement complexe à cerner. C'est qu'on a une résurrection. On a une résurrection. Rosario nous propose aussi des résurrections complètement inattendues. Et celle-là, elle est inattendue. Et il va mettre un KO. Je ne sais pas si c'est un knockdown, mais un KO. Mais c'est une droite qui passe. Tu sais, Jones veut tenter un jab, mais un peu overhand. Donc, il y a ça qui est ouvert. Et de l'intérieur, Rosario, bon, mais regardez-le, vous allez sursauter. Vous allez sursauter. Incroyable. Le punch est toujours là. Et un punch exceptionnel. Et incroyablement, Rosario, qu'on avait enterré, reprend une ceinture face à un jeune poulain qui, lui, sera complètement oublié. C'est fou, hein, cette histoire. 3e fois qu'il prend un titre en léger, donc ce qui est quand même assez rare, hein, dans une même catégorie. Voilà, il continue à faire le yo-yo. Et effectivement, là encore, on est sur le cas classique. Ce Jones, il boxe souvent en gaucher. Il a une particularité, c'est qu'il switch. C'est encore une fausse patte, mais c'est une fausse patte qui change de garde. Et c'est peu après un changement de garde, d'ailleurs, qui gère pas très bien, qui prend la droite fatale. Et cette droite fatale qui arrive au 6e round, c'est génial, quoi. C'est vraiment un coup de fusil à éléphant. Bam! Enfin, bon, un gros de fusil à l'éléphant. Ça le descend, enfin, c'est électrisant, c'est magique. Et c'est un combat qui n'était pas simple jusque-là. Enfin, franchement, il y avait match entre les deux, hein, c'était compliqué. Et ben, Rosario montre que il a ce petit truc bien particulier et que les adversaires parfois se laissent un peu aspirer dans la bagarre. Il trouve que voilà, c'est plus, une fois de plus, c'est plus tout à fait le Rosario d'avant. Donc il est moins affûté, il est moins sharp dans les échanges, il est moins. On croit qu'on peut y aller, en fait. Il sera moins efficace dans ses esquives, il sera un peu moins rapide, il se déplacera, il fera moins le petit pas qui va bien, etc., etc. N'empêche qu'il a toujours le punch et qu'il y a des gens qui vont payer pour voir, en particulier ce malheureux Anthony Jones. On pense à toi, Anthony, mais ce soir-là, tu as bien dormi. Ça, apparemment, Emmanuel Stewart aurait dit, malgré sa victoire, malgré son gros KO, j'ai vu chez Edwin Rosario des aspects qui feront qu'il souffrira pour le reste de sa carrière. Ah ben, c'est incroyable, déjà le grand Rosario. Hein. Oui, déjà. Voilà. Déjà. Et c'est dit en conférence de presse, aussi pour la petite histoire. De nouveau une prise de titre.
de nouveau champion, et donc de nouveau première défense de titre. Vous savez que c'est extrêmement compliqué. Et pour une première défense de titre, il affronte son némésis. De nouveau, son némésis, Juan Nazario. Je remets cette photo, même si c'est pas la photo de 90, c'est la photo de 87. Et là, comme parfois les défenses de titre se passent mal avec Rosario, ça va mal se passer. Nazario va avoir sa victoire sur Rosario. Comment tu nous en parlerais, Antoine? Alors, là encore, c'est vraiment catastrophique pour ce malheureux Edwin. Et plus on en reparle, et plus je l'aime, en fait, le pauvre. Parce que ouais, moi aussi. Voilà, c'est un adversaire portoricain, et c'est encore au Madison Square Garden. Donc vraiment, ça devient. Enfin, lui, je pense que le Madison Square Garden, il en avait marre de cet endroit, quoi. Parce que il y a eu, il y a eu ce qui s'est passé, contre Camacho, et puis il y a un nouveau duel de Portoricains qui va perdre. Alors lui, effectivement, il aura beaucoup boxé, en particulier des no-names, depuis son combat précédent contre Nazario. Inversement, et puis il y aura eu Chavez, qui aura été quand même un moment compliqué à vivre. Hein. Et inversement, Nazario, lui, boxe beaucoup moins depuis, mais il a appris, il a fait ses devoirs. Il a toujours le même mulet, mais il boxe un peu plus intelligemment. C'est-à-dire qu'il a compris en gros qu'il fallait priver Rosario de la bonne distance. C'est-à-dire vraiment la mi-distance où il peut envoyer à pleine puissance avec ses bras courts ce qu'il peut envoyer. Donc, pendant le combat, Nazario va mieux utiliser son allonge supérieure, ou il va assez intelligemment, quand ils seront dans le clinch, vraiment, faire du dirty boxing et taper de très très près, mais pas à l'endroit où il peut se faire choper par la grosse droite, etc. Donc, il va alterner en fait soit tout près, soit de loin, intelligemment, et il va mettre des coups de boule aussi. Et d'ailleurs, au final, j'ai bien l'impression que la coupure qui va décider de l'arrêt du combat, c'est le docteur qui arrête le combat, en fait, parce que Rosario à l'arcade fendu, c'est une coupure très, très nette, très profonde. Il est tout à fait possible qu'elle se soit venue sur un coup de boule. Néanmoins, on n'est pas non plus au summum de l'injustice, parce que si vous regardez le combat, Nazario l'a mérité. C'est-à-dire que lui, depuis le premier affrontement, il a progressé, il a réfléchi tactiquement, il a exploité ce qu'il avait vu contre Rosario, et donc au final, c'est une victoire assez logique malgré tout. Ce qui est sûr, c'est que, alors là encore, il y a toujours des avant et des après. En fait, c'est celui qui gagnait ce combat, après, il allait prendre Pernell Whitaker. Ça n'aura pas été Edwin Rosario, c'est ça. Ça aura été Nazario. Et Nazario-Whitaker, on verra la différence de classe entre les deux boxeurs. Il n'y aura pas, ouais. Complètement. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Alors, encore un gros stop. Hein. Et puis, émotionnellement, un gros stop, c'était son némésis. Pour Rosario. Donc, vous comprenez, psychologiquement, ça lui fait pas du bien. Ça lui fait pas du bien. Et c'est début des années 90. Là, il refera un combat pour se refaire encore. Mais on va aller en 91, où là, il y a encore, et c'est là que Rosario est grand. Parce qu'encore, on va vous proposer, encore une fois, c'est vraiment un phénix, un retour, une renaissance, mais inattendue. On est à Sacramento, je ne sais pas pourquoi c'est à Sacramento, contre un mec qui s'appelait... de Sacramento, je crois. Ah, Loreto Garza, qui était quelqu'un qui était poussé. C'est-à-dire qu'on se disait, ça peut être un phénomène. Il était, pour sa catégorie, il était volumineux, il était grand, il était musculeux et tout. Et apparemment, c'était une terreur. Je ne me suis pas renseigné plus que ça sur sa carrière. Grosse terreur. Et donc, normalement, Garza ne doit faire qu'une bouchée de Rosario. Qu'une bouchée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Rosario, il a quand même le Rosario punch. Et il l'aura. Et ça, Garza, il n'a jamais goûté à ça. Et en un round, il va détruire ce mec. D'ailleurs, que fera-t-il par la suite? J'en sais rien. Mais c'est rien. Bah, tu vois. C'est une destruction que vous allez voir. Rosario, ben voilà, il le voulait. Il le détruit en un ouragan. C'est l'ouragan de Porto Rico, un round. Le mec, mais lui, il lui a changé sa vie, quoi. Le gars était très impressionnant quand la cloche sonne. Après 3 knockdowns d'une brutalité monstrueuse, et ben il regagne un titre en fait, parce que c'était vacant, je crois.
super léger. Il avait le titre WBA des super légers. On est une catégorie au-dessus. Donc, ce fameux Garza. D'accord, c'était pas vacant. Et au fond, il avait gagné, il avait battu pour ça des mecs valables. Il avait battu Juan Martín Coggi, qui était un Argentin de l'époque, qui était un bon boxeur. Parenthèse, les gars, je pense pas qu'on fera un genre de discussion le film sur Coggi, mais si vous voulez voir les Pirates, le plus gros scandale d'arbitrage de l'histoire de la boxe, vous regardez le combat entre Coggi, le premier combat entre Coggi et Eder Gonzalez, un malheureux Brésilien qui s'est fait enfler par l'arbitre de leur premier combat. C'est un truc épouvantable. Épouvantable comment l'arbitre protège Coggi. C'est horrible. Enfin, vraiment, ça vous retourne l'estomac comme un gant de toilette. J'en dis pas plus. Il a battu Coggi. Coggi se fera régler son compte par Frankie Randall en 94. Oui. Il a boxé pas mal de noms de l'époque, en effet, ce Coggi. Et après, il a aussi Vinny Pacienza, donc, qui était quand même un client malgré tout, hein, Vinny Pace, dans un combat très dirty grâce à Pacienza, mais il bat Vinny Pace sur disqualification au 11e round. Il était devant au score. Alors, ce Garza, c'est plutôt un gentleman, lui. Déjà, Sacramento, c'est une ville gentille aux États-Unis. C'est une ville qui n'intéresse pas grand monde, c'est une ville gentille. C'est la capitale administrative de la Californie. Voilà, bon. Mais lui, il y a des gangsters là-bas. Mais c'est un truc un peu terne. Alors, lui, il a la peau très claire. En plus, il a un tout petit short. Donc, il est vraiment fragué n'importe comment. Il a la peau très claire, tout petit short. Il ne ressemble pas à grand-chose. Comme tu l'as dit, il est assez grand. C'est un bel athlète. Il a un... Bref, là, on est à 140 livres, donc il a un vrai putain d'avantage d'allonge sur l'adversaire. Mais, je sais pas, il commence un peu trop délié, un peu trop. Je mets un jab, deux jabs, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui arrive? L'autre, il a faim. Je sais pas, il n'a pas dû manger de viande depuis longtemps, ou j'en sais rien. Enfin bon, ressort le Phoenix dont tu as parlé d'entrée, boum, flash KO sur une droite, que le mec ne voit pas venir. Et en gros, tout est dit, tout est décidé. Il y a un deuxième knockdown dans le premier round que l'arbitre juge comme étant une glissade. Ouais, c'est une glissade un peu aidée à mon avis, notamment par un coup de poing dans la figure. Mais bon, il tombe une troisième fois, donc ça fait un deuxième knockdown officiel. Donc quand même, à 3 knockdowns, ça se serait fini. Hein. À l'époque, les règles étaient comme ça. Étaient déjà comme ça. Et donc, déjà, le combat pour lui, le mec est juste mort et enterré, quoi. Au deuxième round, Garza, il reste debout, il a un mérite, il reprend quelques droites, mais il reste debout. Au troisième round, c'est merveilleux. Alors, il affronte, pour se resituer, on est à Sacramento, c'est l'enfant du pays, le public est pour lui quand même. Il met, mais littéralement, 2 jabs à Rosario, et la foule se remet à y croire. Et évidemment, que se passe-t-il juste après? Il remange gras cette fois-ci. Et l'arbitre le relève, si je ne dis pas de bêtises, l'arbitre le relève et le renvoie à la boucherie alors qu'il n'a pas retrouvé son équilibre. Tout à fait. Et même les commentateurs disent non, c'est n'importe quoi, il faut l'arrêter. Ouais. Donc vraiment, c'est un peu dans l'esprit. Récemment, nous avons parlé de Duran contre Archie Moore. Au bout d'un moment, un mec n'a plus rien en lui, il ne faut pas le renvoyer, quoi. Enfin, ça ne sert à rien. Et là, c'est un peu Davy Moore, pardon. On pensait au même, mais voilà, c'est le mec est juste vidé, quoi. Il n'en peut plus. Et ça fait, mine de rien, une ceinture de plus contre Rosario, qui est maintenant un petit bidon, il a un petit ventre, etc. Il est tout petit pour la catégorie, hein. Mais il a encore la foudre, quoi. Il a encore le truc. Et c'est ça. Donc, résurrection et nouvelle descente. C'est incroyable, nouvelle descente, puisque pour sa première défense de titre, ça se passera au Mexique, mais contre un Japonais, et c'est certainement un des plus gros upsets de cette époque. Complètement inconnu, Hiranaka, complètement inconnu. Hiranaka, il va faire son match, il va faire son combat. Il va y aller, il va faire son combat. Rosario n'est pas prêt. Il a été condescendant. On sait ce qui s'est passé de son côté dans sa vie. Hein, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre. Et grosse défaite qui fait mal. Gros upset contre un mec, Hiranaka, qui ne fera pas plus que ça. Mais voilà ce que c'était Rosario aussi. On passe de l'ouragan à une défaite incompréhensible et encore une perte du titre juste après l'avoir gagné. Imaginez l'ego, là encore, de Rosario. On est au Mexique.
Et la soirée, elle est faite pour qu'il boxe en sous-carte de Chavez. Il veut reboxer Chavez. Ils ont tous les deux une ceinture à 140 livres. Donc, en fait, un rematch est possible. Oui. Est possible. On est devant une foule mexicaine qui conspue Rosario, parce que c'est le jeu, évidemment, c'est le méchant, etc. Et ce japonais inconnu lui met une tête en 1 minute 30, parce que le fameux japonais, pas un super bon boxeur, mais il tape. Voilà, c'est comme ça. Bon, il a 18 victoires par KO sur 20, je crois. Mais vraiment, effectivement, le pauvre Chapo, il n'avait pas bien préparé son coup. Il en prend une, il en prend deux, il finit sur une série, l'arbitre l'arrête. Alors, en plus, il a une coiffure ridicule ce soir-là. Enfin, bon, bref, il n'y a rien qui va pour Rosario. Le public se moque de lui. J'imagine sa sortie, j'imagine quand il retraverse la foule, les noms d'oiseaux qu'il a dû entendre et les moqueries, etc., etc. Le pauvre gars, en fait, t'as l'impression qu'à chaque fois, il trouve moyen de perdre d'une manière plus humiliante, de perdre un crève-cœur encore pire que le précédent. Et c'est un peu embarrassant, hélas pour lui. Et ce fameux Hiranaka, pour donner une petite idée, donc il défendra sa ceinture contre un journeyman américain que l'histoire n'aura pas du tout retenu, et il perdra dès sa première défense de titre chez lui à domicile contre ce journeyman américain, et il arrêtera sa carrière. Donc voilà, effectivement, c'était juste un bug de l'histoire. Ouais. Et là, tu te dis, putain, et le mec est pas vieux d'ailleurs. Hein. À l'époque, ne l'oublions pas, il a commencé sa carrière professionnelle à 16 ans. Il n'est pas vieux, Rosario. Il n'est pas vieux, mais il a déjà... il est vieux physiquement, il est très vieux. Il y a trop de guerres, il a pris trop, et physiquement, il est vieux. De toute façon, il y a des gens qui disaient ça de lui avant son combat contre Camacho, pour te dire. Ouais. Donc, mais là, ça saute aux yeux, et c'est la défaite qu'il faut pas, parce que de là, ça va vraiment dégringoler. Et pour moi, le symbole de cette dégringolade, c'est l'arrêt, le TKO, comme je vous en ai expliqué en tout début de notre histoire, comment je découvre Rosario. C'est, en plus, les super légers, c'est pas vraiment sa catégorie aussi, mais contre Frankie Randall, qui lui est dans une renaissance. Il y a le rematch avec Frankie Randall, et là, Frankie Randall va lui faire mal. C'est très dur à voir, hein. L'arrêt de l'arbitre et l'accumulation de gauche-droite d'école de Frankie Randall face à un Rosario qui physiquement n'y est pas, quoi. Ça se voit qu'il n'y est pas. Ça se voit. Et là, c'est un gros stop. C'est un énorme stop sur le ring, mais c'est un énorme stop pour l'homme. Parce que tout va s'arrêter, en gros. Parce que de là, va s'arrêter. De là, l'addiction est d'autant plus folle qu'il finit en prison. C'est-à-dire qu'on parle d'un grand champion qui a eu d'innombrables ceintures. Il finit en prison. Il sera même arrêté. Si je ne me trompe pas, il sera même arrêté une fois parce qu'il a volé de la bière. Tu sais, un dépanneur. On en est là. C'est lugubre. On est dans une descente. Et il va en prison. Et il va en prison 3 ans. Et de ça, il va ressortir de prison. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire à ta sortie de prison ? Tu ne sais faire qu'une chose, c'est de la boxe. Donc oui, il va reboxer. Mais le système, le boxing business, les hommes qui font la boxe ne feront plus jamais confiance à Rosario. Il aura des combats. En 97, il va boxer beaucoup parce qu'il voulait essayer, tu sais. Il a 34 ans, ce qui finalement, bon, c'est vieux. Il n'a pas 40 ans, quoi. Il a 34 ans. Il a 34 ans. En plus, bon, chez les Walter, c'était pas non plus son poids. Donc, c'est un Rosario qui est pas affûté, mais qui gagne quand même, hein, mais contre des club fighters. Voilà. Alors, regardez pas les pirates, le combat contre Randall dans son intégralité, parce que autant Randall, justement, lui, il a bien pris le poids, il est à son top. On sent qu'il est sur le point de faire l'exploit de sa vie, en gros. Ouais. On sent que quelque part, Rosario sera son marchepied. On sent venir vraiment le coup. On sent venir ce qui va se passer contre Chavez quand on voit ce combat-là, tellement il est flamboyant. Il se passe un truc. L'histoire aurait pu bugger au 2e round. Le combat, il est intéressant pour le 2e round, regardez-le. Parce que dans ce 2e round, Randall met Rosario par terre. Et Rosario, déjà, on est à peine 4 minutes de combat. Il a le visage très marqué, déjà. Ouais. Et à la fin du round, il reste 10 secondes. On a déjà entendu... et là, la droite de Rosario passe. Randall tombe. La foudre a reparlé, sauf qu'elle a reparlé trop tard dans le round. Et donc, Randall, qui quand même est marqué par ce coup, parce qu'il a pris cette fameuse droite qui en a séché tellement, il l'a prise pile au bon moment.
Et donc, dans le coin, alors on panique un peu dans le coin de Randall, etc., mais pendant le break qui suit, mais quand il y retourne, on sait qu'il a encaissé, on sait que voilà, la minute est très bien tombée. Et il y a cette espèce de le dernier éclair de Rosario arrive à ce moment-là. Et ensuite, c'est trop dur et Randall le surclasse. Mais donc, faites une avance rapide à regarder le deuxième round parce qu'il y a quand même 2 knockdowns. Voilà. Ce sera le chant du cygne, le chant du Japon. On va rester là sur ce chant du cygne parce que je vais vous raconter la fin de l'histoire et c'est là où j'ai été vraiment choqué parce que je pense que je l'ai lu dans des magazines, mais que j'avais complètement oublié. Mais Rosario, après cette année 97 où il boxe beaucoup des seconds couteaux et que le système ne lui offre pas une petite chance, tout ça, il y a une énième divagation. Et à 34 ans, après, je sais pas, il était reparti vivre chez ses parents, il est allé voir son ex-femme pour voir son ex-femme pour voir les enfants et tout. Il revient il se sent pas bien et parce que certainement une overdose qui arrive à rebours, si je puis dire, j'y connais rien, mais c'est ça. Et Rosario va mourir à 34 ans. Rosario va mourir à 34 ans. Et presque va tomber. Alors, il va devenir Hall of Famer en 2006, et c'est bien mérité d'ailleurs. Il n'est pas question de questionner ça. Moi, je trouve que c'est un Hall of Famer solide qui méritait sa place au Hall of Fame. Mais il y a je trouve que dans cette mort cruelle, il y a aussi un oubli trop facile, quoi. Et j'en suis le premier. Moi, je suis l'exemple type de ça, quoi. Je suis passé à côté de l'impact de Rosario. Parce que Rosario, victoire, défaite, mais Rosario, il y a eu un impact fou, quoi. Il y a eu une émotion folle. Et il représente ça pour moi. Et pour toi, Antoine? Disons qu'il a boxé aussi, ne l'oublions pas. Certes, il y a des défaites un peu infamantes dans son CV parce que contre ce Japonais, là, c'était pas très brillant, mais n'oublions pas qu'il a boxé à une époque où il a croisé des très bons. Voilà, c'est vrai aussi. C'était assez dense, c'était pas léger ou à peine au-dessus à l'époque. Voilà, c'était dense, hein, c'était dense. Il fallait se les taper, les gars qu'il a affrontés et parfois battus. Donc, véritablement, quand on prend un peu de recul, voilà, il a perdu contre Ramirez. Ramirez, c'était un bon. Voilà. Il a perdu contre Chavez, qui était à peu près intouchable. Il a perdu contre Camacho, dont on a découvert, il a été assez proche de battre Camacho, qui était vraiment à son top du top. Frankie Randall, la deuxième fois, lui est sur le déclin, alors que Randall est au summum de sa forme, donc c'est pas très infamant. Donc voilà, il a boxé dans une époque qui était compliquée, il a fait plutôt bonne figure, il a récupéré sa ceinture un certain nombre de fois. Pour moi, c'est pas, il fait pas forcément partie de l'élite de l'histoire de la boxe portoricaine. Je le mets un petit pas derrière les tout grands. Tu prends Benitez, tu prends Tito, tu prends Gomez, ces mecs-là, probablement ils sont un peu au-dessus. En revanche, c'est un des 10 plus grands boxeurs de l'histoire de la boxe portoricaine. Tu peux en sortir une dizaine. Alors, il y aura peut-être débat sur une ou deux fois, mais 10, 12 en tout cas. Et c'est un des plus grands punchers, tout simplement. Mais c'est des carrières abracadabrantesques qu'on ne trouve, je me répète à longueur de discussion, le fait, mais que chez ces fameux boxeurs portoricains, c'est la raison pour laquelle je les aime autant. Après, le plus beau, le meilleur Rosario, et c'est à la fois très beau et un peu frustrant, voilà, le meilleur Rosario, on l'aura très peu vu quand on y réfléchit. C'est-à-dire un type qui avait à la fois de la foudre dans les poings, mais j'y reviens, qui avait de très belles qualités pugilistiques. Ça se voit quand vous voyez le Rosario des débuts, hein, le déplacement, les esquives du buste, voilà, c'était un type qui n'avait pas qu'une grosse frappe des deux mains. C'était un gars qui savait très bien boxer. Simplement, voilà, il était un peu allergique à la salle, il aimait un peu trop la farine, et puis tu cumules. Il avait une vie un petit peu chaotique, et tu cumules les deux. En tout cas, c'est typiquement, voilà, ces discussions Hall of Fame, une fois de plus, on a pris des pieds pas possibles à en faire sur des très grands noms. C'est génial de pouvoir en faire aussi sur des mecs comme Edwin Rosario, parce que
il n'est pas plus connu en 2021 qu'il ne l'était à la fin des années 80, ce garçon. Et sûrement pas. Et pour autant, ce serait vraiment dommage de ne plus en parler aujourd'hui, parce que c'est des grands combats, c'est des belles histoires. Et franchement, je reviens là à Madeleine de Proust, et retenez-le, le film de son premier combat contre Nazario, c'est vraiment un délire de kiffeur de boxe, d'archiviste. C'est un des petits plaisirs coupables. Allez-y sans crainte. Une énergie folle. C'est de la furie sur votre écran. Tu as bien raison, Antoine. Merci énormément encore pour cette discussion portoricaine. Tu étais indispensable pour être avec nous, voyager dans cette histoire de boxe. Voilà, on se retrouvera bientôt pour d'autres discussions Hall of Fame. On les a déjà en tête, donc vraiment, restez branchés, les amis. Merci encore une fois à Antoine de 130livres.com. Allez sur 130livres.com, vraiment le meilleur blog de France. Merci Antoine, et on se revoit bientôt, mes pirates. Ciao.